Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Tremblement de terre pour la Macronie, le parti Renaissance semble n'avoir jamais aussi mal porté son nom. Avec seulement 245 députés à l'Assemblée nationale, le parti d'Emmanuel Macron perd sa majorité absolue pour une majorité relative. La NUPES a quant à elle 131 députés, le Rassemblement national passe de 8 à 89 députés. Les LR, eux, obtiennent 61 députés. Pour en parler, nous vous proposons le match retour de la semaine dernière avec Alexis Poulain et Guillaume Bernard qui va nous rejoindre très bientôt. Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous donner vos premières réactions ce matin sur ce résultat? Qui a réellement gagné cette élection? Qui a réellement gagné? Tout le monde, puisque c'est un peu l'école des fans. Tout le monde dit avoir gagné, sauf la Macronie qui clairement a pris une gifle. Mais si on regarde les chiffres, clairement, qui a gagné, je pense que c'est le Rassemblement national puisqu'il passe de 8 députés à plus de 89 députés, il me semble, c'est x10. Et puis, n'oublions pas que l'ex-présidente du Rassemblement national était quand même au second tour de l'élection présidentielle. Donc, pour une fois, sans proportionnel, le Rassemblement national rentre en masse au Palais Bourbon. Donc ça, c'est un énorme changement. Ensuite, le coup de génie de Jean-Luc Mélenchon, élisez-moi Premier ministre. Alors, il ne sera sans doute pas Premier ministre, mais la NUPES fait un score qui remet la gauche à des niveaux inconnus d'avant 2017. Et puis, il y a des perdants quand même, les grands perdants, les Républicains derrière le Rassemblement national pour la représentation de la droite à l'Assemblée nationale. Ça change complètement la donne. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Je crois que les Français ont choisi eux-mêmes de rendre la France ingouvernable. Sur la NUPES, parce que vous dites que c'est un coup de génie de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, mais est-ce que vous pensez que cette alliance peut vraiment tenir sur le long terme? Parce qu'on voit déjà des divergences énormes sur le sujet par exemple de l'Europe. Est-ce que vous pensez que c'est une alliance qui va durer ou qui va s'étioler dans les prochains mois? Non, tout le monde sait que c'est une alliance de circonstances pour justement arriver à l'Assemblée avec des forces de gauche. Ensuite, ce sera un peu à la façon du Parlement européen, des alliances assez baroques en fonction des thématiques jusqu'à la dissolution si jamais Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale qui ne lui donne pas une majorité claire. Donc, il y aura évidemment des thèmes d'achoppement extrêmement difficiles. Vous avez nommé l'Europe, mais aussi il y aura sans doute sur la politique sociale ou même la politique vaccinale puisqu'on avait certains membres du Parti socialiste qui étaient pour l'obligation vaccinale carrément. Donc il y aura forcément des tensions internes au sein du groupe et puis à savoir où va l'argent de chaque député parce que vous savez que chaque député élu rapporte 37 000 euros au groupe qui l'a fait élire. Or pour la NUPES, est-ce que chaque député va ramener ces 37 000 euros pour son parti d'attache, c'est-à-dire ELV, le Parti socialiste, le Parti communiste ou la France insoumise ou autre, ou est-ce qu'il y aura un pot commun de la NUPES? Ça c'est une question dont je n'ai pas la réponse actuellement. Et vous nous dites donc qu'Emmanuel Macron va avoir des difficultés à gouverner parce qu'il n'a pas cette majorité absolue. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la différence à nos auditeurs entre la majorité absolue et la majorité relative ? Oui, la majorité absolue, c'est ce qu'on a connu en 2017, c'est-à-dire c'est une assemblée où il suffit d'avoir son propre groupe pour pouvoir avoir systématiquement la majorité sur tous les votes, sans avoir besoin de coalition. La majorité relative, c'est qu'il faut compter sur d'autres groupes minoritaires pour pouvoir faire un agrégat et réunir une majorité lors de votes de textes de loi. Cette majorité absolue, ça a fait ce qu'on a appelé les députés Playmobil, c'est-à-dire une chambre d'enregistrement des décrets finalement élyséens où Emmanuel Macron décidait et l'Assemblée nationale exécutait sans débattre. Or là, on a une assemblée qui va débattre, on a une assemblée qui va justement faire vivre un débat parlementaire et organiser une vie parlementaire qui a été étouffée par la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. C'est une bonne nouvelle parce qu'Emmanuel Macron qui adore l'Allemagne et qui adore la culture allemande, là il a la culture de dialogue qui va pouvoir arriver en France, donc je pense qu'il va être d'ailleurs très très heureux de ce résultat. C'est une excellente nouvelle, absolument, pour Emmanuel Macron, qui va pouvoir voir ce que c'est que l'Allemagne pour de vrai. Alors, bon, malheureusement, il ne gouverne pas les Allemands, mais des Français, il les aime pas. C'est tout son drame, d'ailleurs. Mais pour ce qui est de l'Assemblée nationale, au moins, il pourra voir ce que c'est que faire des coalitions. Je doute qu'il goûte réellement au plaisir de cette gouvernance-là ou de cette façon de gouverner. Donc, déjà, dès hier soir, on entendait le petit mot de dissolution arriver. Et puis,
il y a une vraie question, puisqu'il y a déjà 2 ministres qui ont été éliminés, et pas des moindres, hein, la ministre de la Santé, Madame Bourguignon, et également Amélie de Montchalin, qui était à la transition écologique. Donc, et puis Madame Justine Bénin des Outre-mer aussi, je crois. Et pardon, oui, je l'avais oublié, mais j'ai pas eu le temps de comprendre qu'elle était ministre, en fait, donc ça fait 3. Et donc, 3 ministres éliminés, ça fait beaucoup. Et donc, il va falloir faire un remaniement ministériel. Est-ce que Elisabeth Borne peut rester dans de telles conditions avec un tel désaveu dans les urnes? Là aussi, c'est une vraie question. Les questions aussi délicates de la présidence de l'Assemblée nationale, des postes de questeurs qui sont importants, puisque Bachelier, qui était premier questeur de l'Assemblée nationale, s'est fait virer également, et c'est un proche de Macron. Richard Ferrand, qui était au perchoir. Le président de l'Assemblée nationale, oui. Voilà, président lui aussi dégagé, stratège de la Macronie. Christophe Castaner, qui était président du groupe, la REM, qui s'est lui également fait sortir. Donc c'est un désaveu massif pour la République en marche. Et Stanislas Guerini a limite sauvé sa peau à quelques voix près à Paris pour sauver les meubles. Mais on voit bien que derrière, il y a un problème au sein de la République en marche, qui est un parti faible en réalité, et même y compris dans ces élections législatives. Et tout de suite se pose du coup la question de savoir avec qui gouverner. Alors bien sûr, en voyant les résultats hier, on pense tout de suite à un accord au moins permanent possible avec les LR. On voit que Christian Jacob a exclu en tout cas l'idée d'un pacte de gouvernement. Voilà, on a vu Éric Ciotti qui lui appelait à faire l'union avec la droite, et Jean-François Copé qui lui au contraire appelait à appliquer un pacte de gouvernement. Donc les LR qui finalement ont perdu sur les chiffres restent un parti très stratégique, et ça va être et après à voir s'ils arrivent à s'unir ou alors à se diviser. Enfin voilà, on ne sait pas du tout ce qui va en arriver avec les LR. Les Républicains vont avoir un rôle pivot et évident. Et c'est pour eux un moment stratégique important de survie ou de disparition. L'idée évidemment n'étant de ne pas se fondre dans une majorité La République en marche, mais de l'utiliser pour faire valoir cette force de nuisance, d'opposition constructive, puisque c'est sans doute ce qu'ils vont poser. Mais vous avez des personnes comme Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy qui poussent à l'union avec La République en marche et faire en sorte que la dissolution de LR se fasse encore plus rapidement. Je pense à Éric Ciotti, je pense à tous ceux qui avaient rejoint très rapidement la République en marche, pas Éric Ciotti, pardon, le maire de Nice, Christian Estrosi, excusez-moi. Non, Éric Ciotti, lui, ce serait plutôt l'inverse. Je pense qu'il va regarder du côté du bloc national pour voir qu'est-ce qui est possible de faire avec le Rassemblement national. Mais voilà, la question qui se pose au LR, c'est quelle est la survie du parti après la campagne calamiteuse de Valérie Pécresse, après ces élections qui font d'eux une force politique derrière le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, et déjà au sein de LR des dissensions entre ceux qui souhaitent aider Emmanuel Macron à avoir une majorité constructive et ceux qui voudraient être dans l'opposition et reconstruire un parti de droite. Donc ça, pour eux, c'est vraiment un moment historique et charnière. Merci Alexis Poulain, mais comme vous savez, il est 8h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Alexandre Colby. Ligne droite, législative 2022. Et Guillaume Bernard est avec nous. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Alors vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu aux éditions des Clés de Brouwer, et dernièrement L'Empereur et les brigands, le théâtre de l'histoire aux nouvelles éditions latines. Alors Valentin nous en a parlé tout à l'heure. On va parler évidemment de la droite. La guerre à droite aura-t-elle bien lieu? En tout cas en ce moment c'est le cas. Et elle a bien lieu entre Jean-François Copé qui est favorable à un pacte entre LR et la majorité, et Éric Ciotti qui, quant à lui, a condamné tout rapprochement avec Emmanuel Macron. Ici, on est au cœur de cette guerre des droites. Alors, ça va exploser? Il est certain que dans la situation où le camp du président de la République n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il faudra il aille chercher des supplétifs. Il pourra sans doute en trouver un petit peu à gauche, au cas par cas, mais évidemment, il est certain que c'est LR qui a la clé du maintien ou non du gouvernement, dans la mesure où ils ont une soixantaine de députés et qu'il manque environ 45 députés à Emmanuel Macron pour faire passer des textes. Donc LR est confronté, je dirais, à une alternative où il s'associe avec le macronisme, et dans ce cas-là, ils sont vraisemblablement
vraisemblablement en passe de disparaître, du moins quant à leur indépendance, soit effectivement ils essayent de maintenir leur indépendance, et auquel cas ils peuvent peut-être essayer de survivre. On le voit, leurs élus, ils sont le résultat d'un enracinement du parti, de la présence de ce parti politique dans les collectivités territoriales. Et comme c'est vrai, les collectivités territoriales ne verront pas d'élection avant 2028, donc après normalement la prochaine présidentielle, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'a priori LR devrait tenter de maintenir son indépendance pour essayer de renaître de leurs cendres lors des prochaines élections. Mais cela dit, il est certain qu'on est dans une situation extrêmement instable. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà dit depuis hier soir et sans doute sur votre antenne depuis ce matin aussi. Et que je crois que les partis d'opposition, LFI et de manière plus générale la NUPS d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, qui ont connu une certaine euphorie hier soir, ferait bien de se rappeler de deux choses. La première, c'est qu'il y a eu une énorme abstention, 54% d'abstention, c'est-à-dire que, il n'y a pas véritablement d'adhésion forte envers les différentes forces politiques, y compris eux aussi. Et d'autre part, que Emmanuel Macron est assez intelligent, il faut quand même évidemment le dire, que sa position centrale sur le spectre politique lui permet d'essayer de démontrer que les oppositions empêchent, je dirais, le gouvernement d'agir, et il pourrait très bien essayer de créer des circonstances où, démontrant que les oppositions bloquent l'action gouvernementale, les faire tomber dans un piège, les pièges d'une censure, par exemple, du gouvernement, qui pourrait le conduire à une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc voilà, je crois que la situation est extrêmement intéressante parce que, pour une fois, on a une Assemblée avec les différentes tendances politiques qui sont véritablement représentées et avec importance, et avec de nombreux élus pouvant constituer des groupes, pouvant déposer des motions de censure, pouvant saisir le Conseil constitutionnel. Mais en même temps, cette instabilité, elle peut être au profit, pourquoi pas, je ne dis pas que c'est certain, mais pourquoi pas au profit des partisans de l'ordre, de la légalité et d'un Emmanuel Macron qui finalement profiterait de la division et de l'incapacité des oppositions à gouverner ensemble pour pouvoir tirer les marrons du feu. Et donc ça pose la question, là je m'adresse aux politologues, après on donnera la parole à Alexis Poulain, ça pose la question de savoir si les institutions de la Ve République sont véritablement conçues pour une majorité relative. C'est une situation presque inédite dans l'histoire de la Ve. Est-ce que vous pensez que ces institutions peuvent survivre à une majorité relative, à une situation aussi irréconciliable en apparence? Et écoutez, en 1958, il y avait la possibilité, jusqu'en 2008, jusqu'à la révision Sarko, d'utiliser à peu près autant que le gouvernement le voulait, et à condition qu'il n'y ait pas de motion de censure qui soit votée, le 49 alinéa 3, le fameux article 49 alinéa 3 qui permettait de faire passer en force un texte. Depuis la révision Sarko de 2008, on ne peut plus utiliser ce texte que, d'une part, pour les textes financiers, loi de financement, le budget de l'État et le loi de financement de la sécurité sociale, plus un texte par session. Et donc, par conséquent, il est évident qu'aujourd'hui, les institutions les dispositions de la Constitution peuvent bloquer l'action du gouvernement, et que derrière la crise politique, il y a une crise institutionnelle qui est parfaitement possible. Non, si vous voulez que je réponde explicitement à votre question, non, normalement, le régime de la Ve République est un régime parlementaire avec un statut renforcé du chef de l'État, et prévu pour fonctionner avec un président de la République qui a derrière lui un Parlement. On a eu les périodes de cohabitation, c'est-à-dire un camp politique qui était opposé au président de la République, mais qui avait une majorité parlementaire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement inédite, parce que la comparaison avec le cas Rocard de 1988 ne me convainc pas, parce que tout simplement, certes, le Parti socialiste n'avait qu'une majorité relative, mais il y avait une majorité dans un camp politique
politique qui, en l'occurrence, à l'époque, était le camp de gauche. Et donc, Michel Rocard pouvait faire du chantage aux différentes autres composantes de la majorité, ce qui n'est aujourd'hui pas véritablement possible, sauf à ce que LR se fasse harakiri, ou seppuku, si vous préférez, et effectivement décide de basculer dans une alliance avec le macronisme. Donc moi, je pense qu'on est devant une situation extrêmement intéressante, mais extrêmement instable, et que, a priori, la crise politique, l'éparpillement des forces politiques et, pardonnez-moi d'y revenir encore une fois, la très 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 forte abstention, eh bien font que derrière la crise de la représentation politique, il y a peut-être une crise de régime. Alexis Poulain, donc les deux forces opposantes à Emmanuel Macron, NUPES et RN, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre sur des sujets, notamment je pense à la politique sanitaire d'Emmanuel Macron qui va forcément revenir dès septembre prochain? Ce serait inédit et ce serait formidable parce que ça permettrait de montrer qu'il y a un bloc populaire contre un bloc bourgeois et arriver à faire quelque chose. Mais je pense qu'on peut compter sur les responsables politiques d'un camp et de l'autre pour éviter à tout prix ce scénario. Un signal fort, ce serait évidemment de faire des projets de loi et des propositions pour supprimer le pass vaccinal, réintégrer tous ces soignants et personnels médicaux qui ont été mis à la rue par cette politique ignoble du bouc émissaire. Or, je ne pense pas que ça risque d'arriver malheureusement dans l'été ou avant, mais ce serait là quelque chose d'inédit. Non, je crois qu'on a là affaire à des boutiquiers qui vont simplement s'asseoir sur des camps, consolider d'ailleurs un pouvoir. Pour Marine Le Pen, c'est une bouée de sauvetage, puisque le parti Rassemblement national est endetté, donc ça va permettre de faire rentrer de l'argent et de sauver le parti et d'aller vers d'autres cieux. Pour la gauche, il était question de survie, et là, c'est l'assurance que le Parti socialiste dure encore et garde son nom pendant quelques temps, que la France insoumise également puisse continuer. Pour Emmanuel Macron, lui, il sait qu'il pourra de toute façon gouverner, sans doute avec une frange des LR, sans doute aussi peut-être avec certains membres de la NUPES qui pourront venir en fonction des lois. Donc le risque n'est pas si grand. Tout ce qui risque d'arriver, c'est le temps. C'est-à-dire quand on va parler de la réforme des retraites, ça prendra plus de temps, il y aura vraiment des vrais délibérés, il y aura peut-être un vrai dialogue social, ce terme vide, dialogue social qui dit en fait que les syndicats acceptent de se faire avoir le temps de la négociation, peut-être qu'on va passer à autre chose. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle et ce serait une bonne nouvelle si les partis pouvaient dépasser la caricature et rentrer dans une vraie construction, parce que l'Assemblée nationale, c'est quand même ce lieu où peut s'échanger les idées, où on peut dépasser peut-être certains clivages pour l'intérêt général, celui du peuple français, celui de la nation. Et est-ce que certains clivages à droite vont être dépassés? Notamment, il va y avoir donc la GPA, les mères porteuses, donc toutes ces thématiques plus conservatrices. Est-ce que Guillaume Bernard, le Rassemblement national et le LR peuvent s'accorder sur ces sujets? Il est incontestable que toute une partie de l'électorat et de l'immense majorité de l'électorat qui se situe sur la droite du spectre politique convergent sur un ensemble de mesures, pas simplement effectivement sur des mesures plutôt conservatrices, comme vous le dites, dans les domaines sociétaux, mais également sur des questions plus politiques comme je dirais la régulation de l'immigration ou l'affirmation d'un certain protectionnisme en matière économique. Donc la logique évidemment c'est celle de la recomposition, mais je crois que comme vient de le dire Alexis Poulain, on est en face, je dirais, d'hommes politiques qui vont être en partie renouvelés parce qu'il va y avoir de nouveaux visages, mais qui effectivement jouent toujours le jeu de leurs intérêts partisans. Et encore une fois, je crois l'avoir déjà dit, mais j'insiste, pardonnez-moi, il est logique que la NUPS et le RN aient connu de l'euphorie hier soir, mais je pense qu'il faut qu'ils se rappellent qu'il y a eu 54% d'abstention et
si Marine Le Pen est incontestablement celle qui a gagné le 3e tour de la présidentielle par ce 2e tour des législatives, le plafond de verre a implosé. Le cordon sanitaire est en grande partie, je dirais, disparu autour de son parti politique, mais pour autant, c'est essentiellement l'abstention qui a fait qu'il y a eu une baisse du seuil de sélection pour pouvoir être élu. Et que par conséquent, c'est cela qui explique le grand nombre d'élus. Ça ne les dévalorise pas parce que tous les élus d'hier soir, évidemment, ont été élus avec à peu près le même taux d'abstention, mais ça veut dire qu'il y a toujours, je dirais, une disparité, une distorsion entre l'opinion publique réelle et celle qui est celle qui s'est rendue aux urnes. C'est-à-dire qu'on a deux fractures en France. On a d'une part la fracture entre les différents blocs politiques, le bloc de la NUPS, le bloc macroniste central et le bloc du camp national, mais on a une deuxième fracture qui est essentielle, c'est celle entre ceux qui vont voter et ceux qui se refusent à aller voter. Or, même les partis anti-système ou dits anti-système comme LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre ne sont pas jugés par les électeurs suffisamment intéressants pour qu'ils aillent aux urnes. Donc, certes, c'est absolument essentiel. Implosion du plafond de verre, mais pour 4 raisons, je crois qu'il faut essayer de les égrener parce que ça permet de mieux comprendre la situation. 1, l'abstention très forte qui a conduit, je dirais, à un abaissement du seuil en termes du nombre, je dirais, d'électeurs par rapport aux inscrits pour pouvoir obtenir un siège. 2, le fait qu'il y ait eu que nous sommes dans une tripolarisation, ce qui fait qu'il y a un partage des voix. 3, le fait que le barrage républicain, pour une fois, c'est d'une certaine manière retourné contre un certain nombre de candidats de la gauche qui sont considérés comme communautaristes, voire islamo-gauchistes. Et donc, du coup, il y a des candidats RN qui, sans aucun doute, ont obtenu des voix de macronistes ou de LR contre ces candidats de la NUPS. Et puis, 4e, effectivement, le fait qu'il y ait eu un réflexe anti-Macron qui a conduit soit à des abstentions des différents blocs, soit à des reports de voix entre les extrêmes pour faire barrage aux candidats macronistes. Donc la situation, elle n'est pas claire. La situation ne traduit pas encore, je dirais, l'affirmation d'une adhésion des Français envers les forces politiques, quelles qu'elles soient. Donc évidemment, défaite pour Macron, évidemment, victoire pour Marine Le Pen, je dirais, victoire mitigée pour la NUPS, parce qu'ils ont entre 130 et 150 députés, parce qu'il y a des calculs qui sont un peu, je dirais, difficiles, notamment pour les élus d'outre-mer, etc. Est-ce qu'on les rattache directement à la NUPS ou pas? Mais enfin, 130 à 150, alors qu'on nous en annonçait 200, donc c'est quand même mine de rien un recul. Il n'avait pas véritablement de réserve de voix pour le 2e tour. Donc victoire mitigée pour la NUPS, bien que Mélenchon ait réussi le coup génial du cartel électoral qui lui a permis de sauver pour l'heure, je dirais, ce camp politique, mais de manière générale, il y a une distorsion entre l'opinion publique et les partis politiques qui n'a en aucune manière disparu. Alexis Poulain, vous êtes d'accord avec Guillaume Bernard, le grand sujet finalement de cette élection, et c'est celui dont on parle le moins, c'est le désintéressement des Français de la vie politique et leur méfiance vis-à-vis des élites quelles qu'elles soient. Oui, clairement, il y a un vrai sujet au-delà de l'américanisation de la société française, le désintérêt de la chose politique, alors que les Français sont un peuple politique. C'est catastrophique de voir qu'un Français sur 2 en âge de voter ne se rend pas dans les bureaux de vote. Ça veut dire qu'il y a un désintérêt volontaire ou alors un rejet. Mais le message est clair, la légitimité manque. Et c'est bien tout le problème. C'est ce qui fait un mouvement comme celui des Gilets jaunes. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui
aujourd'hui le score du Rassemblement national à chaque élection. Et même là, sans proportionnel, le plafond de verre explose et un groupe de 90 députés arrive. Donc, il y a un vrai problème parce que sur la démocratie représentative, les représentants ne représentent pas assez ou rien. Alors, il y a des symboles, comme Rachel Keke, par exemple, cette femme de chambre de l'hôtel Ibis qui arrive à l'Assemblée nationale. Donc là, on va avoir tout un symbole autour de cette nouvelle députée. Mais c'est toute la question de la représentativité qui se pose. Et que faire pour cette moitié du peuple français qui ne vote plus, qui a décidé de ne plus être vraiment citoyen? C'est grave parce que c'est un droit, le droit de vote. Et Emmanuel Macron voudrait que les devoirs passent devant les droits. Alors, si les devoirs passent devant les droits et que les Français ne défendent pas leurs droits, dont le plus essentiel, le droit de vote, on a un vrai problème. Ça veut dire que cette représentativité pose une question depuis de nombreuses années de la sociologie, bien sûr, mais aussi des politiques choisies. On ne peut pas gouverner contre un peuple systématiquement. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que, comme je le disais en introduction, les Français ont choisi de se rendre ingouvernables. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est comment accélérer la recomposition politique. Parce que, comme je parlais des camps tout à l'heure, ça ne pourra pas durer. C'est-à-dire, c'est le sauvetage. Là, c'est les canaux de sauvetage de chaque clan politique qui essaye de voir comment construire ces 5 années pour arriver à nouveau devant l'échéance de 2027 cette fois-ci. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de changer les règles du jeu sur des thématiques essentielles, alors que toutes les questions qui se posent aujourd'hui sont des questions quasiment transpartisanes, que ce soit la sécurité, que ce soit l'immigration, que ce soit l'économie, les inégalités, la construction européenne telle que voulue par Bruxelles, alors qu'on pourrait avoir un autre chemin, la guerre aussi, puisque on parle. Regardez, Emmanuel Macron a tenté encore une fois d'utiliser l'Ukraine pour rassembler ses troupes, ça n'a pas fonctionné. Donc toutes ces questions-là qui sont internationales, qui sont aussi transpartisanes, mériteraient une recomposition politique accélérée, et c'est peut-être ce qui va se passer, je pense, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, sachant qu'il n'y a pas d'autres élections. Donc de toute façon, il faudra faire avec. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autre chose. Reconquête, par exemple, le parti d'Éric Zemmour qui a disparu alors qu'il y a 130 000 adhérents, alors qu'il était un des rares à faire au-dessus des 5% lors de l'élection présidentielle. C'est peut-être quelque chose là qui va être en gestation le temps de ces années pour justement construire une nouvelle droite, peut-être avec LR cette fois-ci. Guillaume Bernard, est-ce que vous pouvez conclure cette table ronde, notamment avec Reconquête, qui est la grande absente évidemment de cette Assemblée nationale? Est-ce que le parti va continuer à peser politiquement sans député ? Écoutez, sincèrement, j'ai des doutes. Je suis au regret de dire que pour ceux de nos auditeurs qui sont des partisans de ce parti politique, la stratégie mise en œuvre par Éric Zemmour à la présidentielle en voulant à tout prix liquider Marine Le Pen a totalement échoué. Et je vais vous donner un symbole. Vous savez que le premier vice-président de Reconquête, c'est Guillaume Pelletier. C'est un député sous l'étiquette LR qui était sortant, et bien dans sa circonscription, c'est le Rassemblement national qui a gagné hier soir cette circonscription. Sincèrement, je ne crois pas que Reconquête soit en capacité de participer véritablement à la recomposition du spectre politique. Pour autant, si Marine Le Pen a été le vainqueur du deuxième tour des législatives, il ne faut pas qu'elle oublie que son énorme groupe à l'Assemblée nationale est essentiellement dû au fait qu'il y a eu une énorme abstention et que, alors ça en revanche c'est parfaitement exact, le cordon sanitaire a été rompu et que Éric Zemmour a contribué incontestablement lors de la campagne de la présidentielle à faire disparaître ce cordon sanitaire qui entourait le Rassemblement national. Mais là honnêtement le rapport de force entre le RN et Reconquête est tel que a priori le match est plié. En revanche, il y aura incontestablement la nécessité de l'émergence de nouvelles forces politiques pour, intéresser les 54% d'abstentionnistes d'hier. Et ça, c'est un travail qui ne peut se faire que par le terrain, que par la base, que par le local, que par la constitution de réseaux de solidarité, d'assistance mutuelle et la constitution de forces politiques inscrites dans le terrain et non pas simplement, pilotées depuis la capitale. Merci à tous les deux. Alexis Poulain, on rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne, et Guillaume Bernard, vous êtes historien du droit, politologue et auteur de La guerre à droite aura
aura bien lieu dans l'Assemblée nationale. En tout cas, merci de vous avoir de ces 2 tables rondes. La semaine prochaine, vous ne serez pas là. Il faut quand même faire tourner nos invités. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.